Bonsoir, bienvenue à tous sur la BDR TV, l'émission pop culture qui casse ta réalité. Bonsoir Velmastrans. Velmastrans. Strange, j'ai bugué parce que j'ai vu que je grésillais là. Oui, je vais essayer de régler ça. Sinon c'est pas grave. Lui, là vous ne le voyez pas, mais je tiens à dire qu'en backstage, les deux petites excroissances que vous voyez sur le côté, c'est pas une exposition aux radiations. Il a investi dans un fauteuil-lit. Alors si tu veux t'asseoir dans ton lit, eh ben investi dans un fauteuil-lit, ça lui sait faire très très bien. Ouais, c'est la lumière qui merdouille un peu, mais c'est pas grave, vas-y. Tant pis, on va rester comme ça. Tant pis, on va rester comme ça, on espère que vous allez bien. Parce que ton pull est un peu vert aussi. Ben, pas trop. Pas trop. C'est un suite de wakeboard. Et tu sais quoi? Vert. Tu sais où est l'arnaque? J'ai jamais fait de wakeboard. Je sais pas ce que c'est du wakeboard. Ben, moi non plus. Je l'ai acheté, le gars, il m'a dit c'est pour faire du wakeboard. J'ai dit ok, cool. J'achète. Wakeboard. Alors, je pense que c'est comme ça. Non, Wake, W-A-K-E. Alan Wake, wakeboard. Donc, non, mais là, on digresse. Oui, wakeboard. Ouais, mais voilà, c'est des trucs bizarres, tu vois, voilà. Ah oui, donc le wakeboard. Le wakeboard, qu'est-ce que le wakeboard? Introduction de débriefing, jamais vu. Qu'est-ce que le wakeboard? On va vous montrer ce qu'est le wakeboard. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Voilà, donc là, à l'heure actuelle. Le wakeboard. C'est ça. Voilà. Ça, c'est du wakeboard. Chose que je n'ai jamais fait. Voilà, ça, c'est pour faire du wakeboard. Ça, c'est pour faire. À quoi ça sert à capuche pour faire du wakeboard? Ça, mon gars, c'est pour le style. Il me l'a dit, le mec. Il m'a dit, tu sais, je voulais un truc près du corps. Il m'a dit, non, maintenant, c'est des trucs longs avec des capuches et tout. Et on était en plein été, je disais, mais les capuches, il faisait 35 degrés, mon gars, je voyais pas l'intérêt de l'avoir. Mais en bon pigeon que je suis, je l'ai acheté parce que la matière, elle est hyper légère et ça, en été, quand tu le portes, ça, c'est des trucs. Ça, c'est cool, lourd, genre, ça, c'est méga lourd. Bon, ouais, c'est génial, le wakeboard, tu peux voler. Eh oui, mais moi, je vais pas dire que je vole parce que sinon, il va y avoir une blague douteuse sur le chat. Dès qu'on dit un truc, elle a dit, ah, mais oui, je connais. Elle connaît trop de trucs. Arrête tes connaissances. On va pouvoir envoyer donc la séquence des débriefings. Qu'est-ce qu'un débriefing? Parce qu'il va falloir que je vous le rappelle systématiquement, interro surprise. Qu'est-ce qu'un débriefing? Raven, c'est quoi un débriefing? Alors, en fait, on regarde 3 films. 3 films. Alors, normalement, avant c'était dans la semaine, mais maintenant c'est plus vraiment dans la semaine, mais on regarde 3 films. Un choisi par lui, un choisi par moi, et un choisi par vous. Voilà. Et ces 3 films, bien sûr, seront notés sur 5. 3 films complètement différents. Encore une fois, pour ce débriefing, je serai bien évidemment avec Raven Irons, que je ne présente plus systématiquement, mais vous le connaissez quand même, et je vais le représenter quand même, Raven Irons. Pro du cinéma, interréalité, connaît tout, surtout, a vu tous les styles de cinéma possibles et inimaginables. Il en peut plus, le garçon. Ah, je suis sûr que t'as vu plus de films que moi, en tous les cas, et de tous les styles différents. Et moi-même, qui suis un amoureux du cinéma, mais un amoureux très sélectif, qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que lui me sort de sa zone de confort. Eh oui, Diddy Kong, tu viens casser des réalités. Ça nous fait plaisir que tu sois en direct avec nous sur la BDR TV. Et les 3 films seront radicalement différents parce qu'on a décidé de voyager pour cette BD. Alors bien sûr, il y a un film qui nous a été proposé par Velmastrans que nous avons sélectionné, que nous allons traiter en 2e. Mais le premier film, hello à toi Diddy Kong, on adore ton papa Donkey Kong. Eh oui, c'est du lourd Diddy Kong, t'as fait le rapprochement ou pas? Tu savais? Do you know that? Do you know that? Et puis on peut envoyer direct sur le premier film de ce débriefing, Two Guns. Un film d'amour qui raconte la romance entre 2 personnages importants et 2 acteurs qu'on affectionne tout particulièrement. Mais je vais laisser le soin à Raven de vous présenter le casting et le réalisateur. Ouais, tout est dit question de point de vue, mon ami. J'aime beaucoup. Je vais troller tout le film. Alors, voilà, je vais reprendre mes petites notes qui sont par-ci, par-là. J'ai pas grand-chose à dire sur le film, à vrai dire. Donc, Two Guns. La caméra est là, pardon. De 2013. C'est disponible en DVD, en Blu-ray et sur Netflix si t'as pas d'argent. Voilà. Bah si, il faut de l'argent sur Netflix. Tu payes un abonnement. Mais sur Netflix, voilà, si tu veux, si vous voulez le regarder. C'est pas moins cher qu'un DVD, mais c'est moins cher qu'un Blu-ray. Voilà. Donc sur Netflix, si vous voulez le voir. Réalisé par Balthazar. Alors, je sais pas comment ça se dit, donc je vais dire Cormacour. Mais je pense que le A, vu qu'il a un accent, il y a surnom de prononciation, mais je ne sais pas c'est laquelle. C'est le réalisateur du film qui s'appelle Everest, qui était sympathique, et du film Contrebande, que personne n'a vu, mais je l'ai cité parce qu'on va y revenir dans un autre film. C'est scénarisé par Blake Masters, donc j'adore je pense que c'est un pseudonyme, hein, mais il s'appelle Blake Masters. Il a notamment co-créé et scénarisé la série Brotherhood, que je n'ai pas vue, mais apparemment qui est très bien, parce qu'elle est très bien notée.
C'est avec, bien sûr, hop, vous le voyez, Denzel Washington, qu'on ne présente plus. On a fait une débriefologie sur The Equalizer. Il va jouer sur un des films que j'ai parlé dans la BDR TV, l'émission The Little Things, avec Rami Malek et Jared Leto. Et il y a Mark Wahlberg, qui a joué dans No Pain No Gain, et qui a joué dans Contrebande. Ah, d'accord. Il a joué dans plein de films. En fait, Contrebande, c'est le premier film américain du réalisateur. Et il y avait Mark Wahlberg au casting. Et quand il a reçu le scénariste de Two Guns, c'est lui qui allait chercher ce réalisateur-là pour réaliser le film. Enfin, pour conseiller au producteur de réaliser le film. Ok. Donc il y a James Marsden qui a joué dans X-Men et The Box. The Box, regardez-le, c'est un très bon film. Edward James Olmos qui a joué dans Blade Runner et Blade Runner 2049. C'est celui-là. Il a aussi joué dans la série Battlestar Galactica. Il y a Paula Patton qui a joué dans Warcraft et qui a joué dans Disconnect, un petit film que je vous reparlerai tout à l'heure. Il y a aussi Bill Paxton, j'ai gardé pour la fin. Donc vous le connaissez, vous connaissez pas son nom, mais vous connaissez son visage. Il a joué dans Aliens 2, il a joué dans Predator 2, il a joué dans Titanic, dans Apollo 13, dans plein d'autres films, et il est malheureusement mort en février 2017. C'était un réalisateur, un scénariste, un acteur, et très bon, et il était surtout acteur de seconde zone, hein, de second rôle, mais par contre c'était un très bon acteur. Et ce film est adapté d'un comics de Steven Grant. L'un des créateurs du Punisher. Pour un mec qui a pas trop préparé son bail, il a fait les choses bien. Il va pouvoir envoyer du coup ce débrief film. Merci pour la présentation, Raven. Avec Mark Wahlberg et Denzel Washington qui campent deux personnages qui s'appellent pour Denzel Washington Bobby et pour Mark Wahlberg Stig, qui vont faire le film commence sur un casse. Ouais, c'est ça. Ils vont braquer une banque dans l'espoir de voler de l'argent en fait à une ponte, une grosse tête d'un cartel mexicain. Au départ, on sait pas, mais ouais, ouais, si, c'est ça, un cartel. Oui, un cartel mexicain. Gros, là, oui, j'ai grandi. Et bien sûr, je peux vous donner un conseil pratique à tous et à toutes, un petit tuto bien-être. Si vous allez au Mexique, surtout ne traitez pas avec des cartels, ils sont méchants, ils vont vous voler vos cartes Pokémon. Et personne n'aime se faire voler ses cartes Pokémon. Bah oui. C'est un film d'action, bien sûr, avec... C'était pas un film d'amour. Alors c'est un film d'amour peut être un film d'action. C'est vrai. Non mais là du coup j'ai trollé au début. C'est un action romantique. C'est un film d'action avec ces deux personnages qui ont tous les deux une certaine singularité que vous découvrirez en regardant le film. Alors les deux ont bien sûr Denzel Washington si vous ne le connaissez pas ainsi que Mark Wahlberg. Donc Mark Wahlberg en tous les cas il se fait pas connaître en étant dans des rôles très... On va dire que c'est sa spécialité quoi. Voilà, c'est la spécialité de Mark Wahlberg. Il est beau, il est musclé. Et le gars, bon bah si tu le fous à l'écran c'est que tu veux du contact, tu veux que ça remue, tu veux que ça envoie. Denzel Washington, du contact pareil. un peu simple et bébête, tu vois. Un peu simple et bébête. Contrairement à du Denzel Washington. Mais avec des principes et des valeurs. Oui, bien sûr. Denzel Washington, plus réfléchi. Lui aussi, un peu rentre dedans, plus réfléchi. Alors, il reprend un petit peu le même rôle. Alors, tu l'as pas vu, mais il reprend un petit peu le même rôle que dans Training Day. Je l'ai pas vu, Training Day. Et il est dans Training Day? Bah oui, c'est le personnage principal. Ah bah faut que je le voie, un de ces quatre, Training Day. Il est génial, Training Day. Et donc, Mark Wahlberg et Denzel Washington, alors, en faisant leur petit casse, ma foi, très sympathique, vont s'attirer les foudres de plusieurs protagonistes qui vont leur vouloir du mal. Et malheureusement pour eux, toute une série de péripéties va s'ensuivre avec trahison, gunfight, bagarre, et j'en passe et des meilleurs. Et ce film, ma foi, fait le travail. Alors il fait le travail sur plusieurs points. Déjà, le scénario. On va parler du scénario. Le scénario, t'as des petits moments de surprise, mais ça va. Tranquille, tu vas pas décoller de ton canapé. C'est pas sur ça qui mise, à vrai dire. Bah, c'est pas trop sur l'action non plus. Oh, si, ça va. Les scènes d'action sont cool, mais tu trouves que c'est sur l'action, toi, Alors, je sais pas. Si, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action. Moi, je pense que c'est sur les deux acteurs qui reposent le film. Oui, je pense aussi. Sur l'effet comique de la situation aussi. C'est une sorte d'arme fatale des temps modernes. Ouais, c'est une sorte d'arme fatale, sauf que là, au lieu l'arme fatale, c'est pas si vieux que ça, mais, enfin, c'est vieux, mais, Bah, pour moi, non, mais pour beaucoup, si, hein. Tu dis à un 2006, tu connais l'arme fatale, il dit, ah oui, mon papa, il regardait. Tu vois, il y a la série qui passait à la télé. Donc. Moi, j'ai jamais regardé la série. Mais on a un film qui suit exactement le même cours. Ouais, c'est ça. Avec des gens qui... Comment on dit? Body, j'ai oublié. Weapon? Non, body, c'est un body quelque chose. J'ai oublié le terme. Ah, c'est un nom, ce genre de film? Ouais, ce genre de film, c'est un nom, ouais.
Oui, on a pas dit de gros mots, on a insulté personne. Mais non, mais parce que dans ma tête, c'est un body quelque chose, genre Miami Vice, tout ça. Ah aussi, oui, voilà, tous ces films-là où ça canarde sur Bad Boys. Et ça, c'est pareil, exactement. C'est dans la même veine. Quand même, les scènes d'action sont moins spectaculaires. Je sais pas de quand date le film, je sais pas si tu nous l'as dit. 2013. Peut-être que c'est l'âge du film qui fait que c'est pas, on va dire que ça sort des standards. Bah, il y a quand même des choses qui m'ont dérangé dans le film. Ah. Bad Boys qui fait partie des films qui marchent dans la même lignée, dans le même délire. Ouais, mais c'est la patte Michael Bay qui fait l'effet aussi dans Bad Boys. Oui, mais c'est ça qui est génial. Les Bad Boys et Bad Boys 2 et même Bad Boys 1 sont plus vieux que ce film-là. Oui. Et je trouve que Bad Boys 2, au niveau de l'action et des scènes, pas le même rythme. Là, c'est pas le même rythme. Et celui-là, le rythme, il est un peu plus lent. Ouais, sans pour autant être aussi lent qu'Equalizer. Il est lent, mais ouais, Equalizer, c'est presque plus un film d'auteur. C'est un peu sage, tu vois, c'est un peu le personnage sage, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, réfléchi. Alors que là, c'est vraiment du rentre dedans un petit peu. C'est du rentre dedans, les antagonistes, les méchants. Et pas beau. Pas beau. Les antagonistes sont sympathiques, mais c'est des antagonistes typiquement américains, c'est-à-dire qu'au niveau des clichés, on est plus que bon. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé... Ouais, grave. S'il y en a un qui se démarque, il y en a plusieurs des antagonistes, mais il y en a vraiment un qui se démarque, celui qui a la moustache. Et le chef de... Voilà, le chef du cartel, Non, pas du cartel. Celui qui a la moustache et... Ah, bah, voilà. C'est Bill Paxton. D'accord, Bill Paxton. Bah, lui, d'ailleurs, il est pas mal dans son rôle. Ah oui, il a vraiment un rôle de pourriture. Et d'ailleurs, il est très dérangeant. Il avait un accent américain et il l'a changé pour le film et, à la fin du tournage, il était tellement rentré dans ce film qu'il arrivait plus à reprendre son accent d'avant. Sérieux? Ouais. Ah ouais, d'accord, il a vraiment... Et c'est lui qui est décédé. Ouais, c'est lui qui est décédé, ouais. Il joue très bien. Limite, c'est pas qu'il vole la vedette à Mark Wahlberg. Oh là là là, ça va, on est là, les voyous. Les voyous qui font du wakeboard. Parce qu'il fallait être là en début d'émission. Mais Willox, ça nous fait plaisir que tu sois parmi nous ce soir. Et ouais, on est des voyous. Et justement, on parle d'un film de voyous. Il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé dans ce film. Bon, à part le fait que tu sois pas surpris outre mesure. C'est pas que je suis resté sur ma faim, mais l'affiche m'a vendu du rêve. Alors pas cette affiche-là, hein. Quand je parle, c'est vraiment le casting, parce que Mark Wahlberg fait partie des acteurs. Il faut savoir qu'à la BDR, notamment nous, on a des acteurs. Tu sais, il y a des Liam Neeson, Mark Wahlberg, Woody Harrelson. C'est pas qu'on est sûr qu'on va avoir un bon film, mais leur qualité dans un type de film fait qu'on va avoir du fun. On a du fun dans ce film, surtout quand on voit ces deux personnages-là. D'ailleurs, pour qu'on le regarde, il m'a juste dit, il y a Denzel Washington et Mark Wahlberg. J'ai dit, oh bah, c'est lourd. Toi, tu l'as vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma, ouais. Et c'est pas que je suis resté sur ma fin, mais la fin, quand le film se déroule, on se dit, voilà, la fin va être grandiose. Et j'ai l'impression que la fin, malheureusement, est un pétard mouillé. Voilà. Moi, je trouve pas. Toi, voilà, là-dessus, on n'était pas d'accord quand on l'a vu ensemble. Et moi, je trouve que la fin, malheureusement, elle rentre pas honneur. C'est pas bien de dire ça parce que il a rien à attendre de moi, ce réalisateur. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve pas que la fin elle est à l'image du film pendant tout le long, parce que le film, on va pas se cacher, il est pas prétentieux, il a une belle affiche, mais il te promet pas non plus la lune. Mais moi, quand tu mets ces deux acteurs-là, tu me promets que ça va pétarader dans tous les sens. Bah, alors peut-être, ouais, tu te dis, ouais, ça va être génial, mais quand tu vois le début du film, clairement, il est pas... Merci Diddy Kong. Il est pas... ce que je veux dire, quand tu vois le déroulé du film, le début et tout ça, tu vois qu'il est pas en train de te vendre le meilleur film d'action de l'année, tu vois. Ah non, mais... Même pas. Il est en train de te vendre un truc fun, surtout toute la première scène, la scène d'intro, te met le ton. Ah, par contre, la première scène, te met le ton. Elle est vraiment cool. Te dit en gros ce que va être le film. À peu près, hein. Mais déjà, il y a beaucoup plus d'humour que d'action. Et c'est ce que le film est. Il y a beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de scènes complètement alors, burlesques, ouais, si on peut dire. Ou comment... j'ai envie d'appeler ça des scènes concept, tu vois. C'est genre, et si on faisait ça avec ça, tu vois. Et c'est ça tout le long du film. Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est peut-être ça qui touche au rythme du film. Ouais, peut-être, oui. Et le rythme, il est assez étrange. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une frénésie où ça part dans les... peut-être que c'est pas un film à gros budget aussi. Bah, je sais pas combien il fait, mais à mon avis, quand même, hein, parce que... Enfin, c'est pas un gros budget,
Mais pour avoir Denzel Washington et Mark Wahlberg à l'affiche, je pense que mais c'est ce que je t'ai dit. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, il met ces deux gars-là, je me dis, ça va envoyer du très lourd. Après, bon, Denzel Washington, il a quand même fait, voilà, il a fait des films cool, mais il a pas fait non plus des films d'action de ouf, tu vois. Non, mais c'est pas un acteur reconnu pour faire des films d'action de ouf. Et Mark Wahlberg, il est connu pour ce genre de film. Mark Wahlberg, il est taillé pour ce rôle. Quand tu vois, là, par contre, je parle de matériellement. Quand tu vois l'affiche, quand tu vois le nom des deux acteurs, tu te dis pas qu'arrive à un moment donné, ce film-là, ça va être, de la dynamique! Non, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est de gros acteurs, mais moi, quand je l'ai vu, vraiment, et puis quand j'ai vu que c'était un réalisateur qu'on connaissait pas, j'ai fait, bah ouais, ça va être fun, c'est tout, tu vois. Je me suis pas dit, ça va être un gros truc, parce que déjà, le film n'a pas été teasé de ouf, à vrai dire, hein. J'en ai jamais entendu parler. Moi, je l'ai découvert avec lui sur Netflix, hein. Ah, moi, je savais pas qu'il existait, hein. Non, mais ouais. Moi, je savais pas, c'est toi qui m'as dit, oui, tiens, on peut regarder ça, et moi, je t'ai dit, ah oui. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi ce film. Ça, faut savoir que c'est mon choix. Néanmoins, 74 millions de dollars pour le budget, merci Yo-Yo. Ouais, bah c'est ça. J'avais lu, j'ai oublié ce que j'ai lu. Mais apparemment, il a super bien, il a remboursé le film et je crois qu'il a fait 3 fois le score, je crois, ou un truc comme ça. Il a très bien marché aux États-Unis. Et on n'a jamais eu de 2? Est-ce que vraiment on a besoin d'un 2? Bah à la fin, c'est ce qu'on se disait. Oui. Tu penses? Oui. Moi, je pense que ce film-là, il y a des films qui se suffisent à eux-mêmes et tu te dis qu'une suite, ça peut être risqué. Mais c'est comme, on compare pas les deux. Attention, on compare pas les deux, il y a pas de comparaison, on se calme. C'est comme le film En avant de Pixar. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que il te plante quelque chose, il te donne quelque chose et tu te dis, ouais. Et la suite, vu à la télé lors du premier confinement, il me semble. Wouh! Il est passé lors du premier confinement? Oui, c'est possible. C'est le genre de film qui passe à la télé, hein. C'est le genre de film qui passe. Mais oui, En avant a vraiment été créé pour une suite. Et c'est pas que celui-là a été créé pour une suite, mais tu vois. Celui-là, je pense qu'il y a aussi l'effet un peu comics dedans, parce que bah c'est un comics. Le comics c'est pas en un chapitre. Je pense qu'il y a tout un univers autour. Ils ont condensé tout ça, ce qui fait que tu vois que l'univers est un petit peu développé, mais que il continue pas. Moi, je trouve qu'il suffit à lui-même. Il fait le taf dans son... Mais sans plus, c'est dommage. Enfin, je veux dire, peut-être que... Encore une fois... Tu t'y attendais peut-être trop. Bah, en fait, moi je veux dire... T'en attendais trop. Le problème qu'on a avec les débriefings maintenant que les cinémas sont fermés, tu vois, c'est ce que je vais t'expliquer, c'est parce que nous, quand on a pensé le format du débriefing, faut savoir que le format du débriefing, vu qu'on consomme beaucoup de cinéma dans notre réalité, on va très souvent au cinéma, si c'est pas deux fois par semaine minimum. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Et là, en fait, le gros problème, c'est qu'on regarde des films. Alors, c'est pas parce qu'ils datent qu'ils sont pas bien, mais sur certains standards ou certains types de films, tu vois, c'est compliqué de faire un retour en arrière 7 ans plus tôt. Et je pense que c'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, pas qui me dérange, mais vu que j'aime le spectacle, et j'aime voir ce que le cinéma a à m'offrir dès l'instant T, tu vois, genre quand on y va en 2020 ou en 2021 ou en 2019, j'aime le voir évoluer. C'est pas qu'on régresse, mais en fait, quand je vois des choses, peut-être qu'à cette époque-là, c'était cool, et malheureusement, je pense que même en 2013, c'était pas un film extraordinaire, mais c'était un film qui passait, enfin, qui te divertissait, quoi. Bah, il m'a diverti, mais réellement, je le cartonne pas, hein. Parce qu'en plus il va pas prendre une mauvaise note parce qu'il fait le boulot en fait, mais il est pas. Après, je comprends le fait que l'attente de l'affiche, alors c'est peut-être ça qui le trahit peut-être, mais l'attente de l'affiche où t'attends un gros truc style Fast and Furious ou quoi, mais c'est un film genre il révolutionne rien, il révolutionne pas le film d'action, il révolutionne pas l'action comédie ni les body guys, enfin je vais dire body guys parce que je me rappelle plus du nom. Mais c'est un film qui est là juste sans prétention, juste pour se divertir. Salut la pieuvre, merci à toi. D'ailleurs la pieuvre qui nous a conseillé de noter sur on va essayer Sens Critique et on va le faire. C'est juste qu'il faut qu'on reprenne du coup les débriefings qu'on a regardés. Il faut que je rédige les avis. 30 émissions, je crois. Il y a 30 émissions x 3, ça fait plus de 90 films que je rédige nos avis et que je les mette sur Sens Critique. Mais maintenant que j'ai un PC qui fonctionne, ça y est, j'ai un setup. C'est quelque chose qui va venir très prochainement. Donc merci la pieuvre et merci à ton frère de nous avoir donné l'idée. Donc vous pourrez retrouver l'avis des débriefings de Raven et du Captain bientôt sur Sens Critique. Bon, en tous les cas, on va clôturer. Je vais pas lui mettre une mauvaise note, parce que comme tu dis, il fait le travail. S'il prend pas la note maximum, c'est parce que je pense que c'est pas un film extraordinaire, faut l'avouer, mais c'est un bon film. Oui, bah pour moi, c'est dommage.
Pour moi, c'est du gâchis d'avoir... non, je trouve pas. Parce que des fois... Moi, c'est bien qu'on soit pas d'accord. Moi, de mon point de vue, je trouve que des fois... enfin, je parle pour moi, ça fait du bien de voir ce genre de film qui se prend pas la tête ou qui se dit pas, ouais, je vais être le meilleur en ça, je vais être le meilleur en ça. Et je pense que Denzel Washington, en faisant Equalizer aussi, parce que Equalizer, le premier, c'est un excellent film. Le deuxième, c'est un film bon. Mais dans l'ensemble, les deux films, c'est pas des films extraordinaires. Je pense que c'est ça, le but, tu vois, c'est d'apporter un divertissement qui est vraiment sympa, mais qui cherche pas non plus à péter plus que ses fesses, quoi. C'est pas ce que je te dis, moi. Hein. Personnellement, je pense qu'avec ces deux acteurs-là, sans parler que ça pétarade à fond, mais avec tout ce qu'il met en place dès le départ, moi, en fait, il te pose une intrigue, il te met ces deux personnages, la relation entre les deux acteurs marche très bien, en plus. Hein. Il te met ces deux personnages-là, donc plus tu vois l'intrigue évoluer, plus tu te dis, ah bah oui, parce que quand tu vois tous les gens qui sont mêlés à cette affaire, tu te dis, en fait, tu me dis ça, mais en même temps, le film t'invite presque à le croire quand tu regardes tout ce qui se passe durant le film et la fin. Et c'est en ça que j'ai trouvé la fin triste, parce que moi, à un moment donné, quand il y a le point de cul, parce que comme vous le savez, ce genre de film, il est découpé en plusieurs parties, où t'as la présentation des personnages, la présentation de la problématique, l'évolution de l'histoire, le moment de tension, et ensuite le moment qui va amener au dénouement. Donc quand t'arrives à ce moment-là, je me dis, ah, dinguerie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand j'ai vu ça, alors c'est classe, c'est cool et c'est bien fait. Mais je pense que c'est peut-être un peu fait exprès, le fait, surtout la scène de fin, qui te montre comme ça, ah, tu voulais une explosion, et ben voilà! Tu vois, je pense que c'est j'avais pas pensé à ça. un peu fait pour troller le spectateur. Il y a le fait aussi que je pense que bon, même si le film a coûté quand même 74 millions de dollars, il y a le fait que pour ma part ils ont pas eu assez d'argent pour aller plus loin, et le fait aussi qu'ils ont peut-être essayé de condenser le comics. J'ai pas lu le comics donc je sais pas, mais il y a peut-être de ça aussi. Donc ça reste en tous les cas, bon, un bon divertissement, auquel je vais mettre un 4 sur 5. Ah oui. Parce qu'il fait le boulot. Et il prend pas le 5 sur 5. Ah, toi, tu vas même pas mettre ça? Moi, je vais mettre un 3, moi. Ah non, moi, j'ai réfléchi à mes notes. Tu vois, tu le défends depuis tout à l'heure. T'as vu comment t'es? Je retourne chez ma mère. Pour moi, je rentre à ma maison. Je retourne. Oh là, j'ai failli faire une dinguerie. T'allais tomber en avant. je me jette du cadre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, 3 pour moi, c'est la bonne moyenne, tu vois, enfin, c'est pas une moyenne, tu vois, mais c'est la bonne note parce que c'est pas un truc qui révolutionne, mais j'ai passé un très bon moment, même au deuxième visionnage, parce que c'est la deuxième fois que je le voyais. Et la première fois, c'était sur un grand écran, là, c'était sur une télé. Et bon, c'est vrai que sur grand écran, c'est un peu plus fun à voir, mais là, pareil, j'ai quand même aimé, j'ai passé un bon moment, donc ouais, 3, c'est pas fou, mais c'est bien quand même. Bon bah voilà, vous avez nos deux avis pour ce film-là, donc Two Guns, avec Denzel Washington et Mark Wahlberg qui prend un 4 sur 5 de mon côté, un 3 sur 5 du côté de Raven, qui trouve que le film fait le travail. Moi je trouve qu'il fait le travail, mais malheureusement, trop d'enjeux que tu développes pas assez, frérot. Hein? On attend la suite maintenant. Three Guns peut-être? J'espère. Moi j'ai trouvé déjà le titre du prochain film. Et on va passer tout de suite au film numéro 2, qui est le film qui a été proposé par une de nos spectatrices qui est présente sur le chat, Velma Strange, Postcards Killings, avec, je t'en prie, présente-nous et le casting et la réalisation ainsi que le scénariste. Oui. Alors, toc, on va mettre la petite affiche ici pour faire bien. Pouh, parce que je l'ai pas mis tout à l'heure. Alors, là, The Postcard Killing, ou en français, Bon baiser de tueur. Et en canadien, les 4 postales meurtrières. Il y a moyen. Oui, parce que on a un délire pour ceux qui nous rejoignent sur la BDR TV. Les Québécois retravaillent systématiquement les titres des films hollywoodiens. Si c'est pas ça le titre, il faut que ça soit ça. Ouais. Et des fois, par exemple, le film A Quiet Place. Sans un bruit en France. Alors, A Quiet Place, c'est le film d'horreur. Aux États-Unis, il s'appelle The Quiet Place. En France, il s'appelle Sans un bruit. Et au Canada, il s'appelle Un coin tranquille. C'est ça, Un coin tranquille. Et nous, quand on a vu le nom des films que les Québécois traduisent tous les films américains. Et nous, ça nous fait marrer. Donc, des fois, on est comme ça. Donc, si vous avez des idées sur le chat, envoyez. On sait jamais comment les Québécois appellent leurs films, mais on adore. Si un jour un Québécois passe par là, changez rien, nous, on adore ça. Je t'en prie, présente-nous le scénariste. C'est un film de 2020, dispo sur Amazon Prime Video. J'ai pas regardé s'il y avait un DVD et un Blu-ray, à vrai dire. Peut-être, mais je crois pas que ce soit un original
un original Amazon. Donc c'est réalisé par Danis Tanovic, réalisateur de pas mal de films, mais on retiendra Ace of War avec Colin Farrell qui est plutôt pas mal, je vous le conseille. Au scénario, on retrouve Andrew Stern, qui a scénarisé Disconnect, et oui, connecté avec le Two Guns, parce que il y avait Paula Patton qui jouait dans Disconnect. Voilà. Donc c'est juste. Sans faire exprès, on a pris des trucs. Ouais, connecté. Ellen Brown Foreman qui a scénarisé pas mal de trucs, dont Infiltrator avec Bryan Cranston qui est sympa mais pas fou. Mais Bryan Cranston est génial dans le film, comme à son habitude. Il y a au casting Jeffrey Dean Morgan, l'acteur qui joue dans Walking Dead et qui a joué aussi dans le film The Losers, Famke Janssen qui a joué dans Taken et X-Men, Kush Jumbo qui a joué dans la série Torchwood et les enquêtes de Vera, Naomi Batrick, qui a joué dans Titan sur la plateforme de streaming e-cinéma. Il a joué aussi dans le film Brimstone, un western plutôt sympathique. Il y a Rory O'Connor qui va jouer dans Conjuring 3. Et c'est adapté du roman de James Patterson et Lisa Marklund. C'est le comédien dans Watchmen aussi. Oui, je l'ai pas noté, mais oui. Oh, la pieuvre, il a l'œil, et merci à nos spectateurs qui sont sur la BDR TV. Killing Postcards, donc Bon baiser du tueur, c'est ça? C'est ça. Est un thriller qui vous racontera l'histoire. Donc Jeffrey Dean Morgan campe le rôle d'un détective américain. C'est ça, ouais. Qui a offert avec son ex-épouse un voyage de noces à sa fille, toute fraîchement mariée avec son nouveau mari. Son nouveau copain, ouais. Qui se soldera malheureusement par le meurtre de cette dernière. Et comme vous pouvez le deviner, Jeffrey Dean Morgan, en bon détective américain alcoolique qu'il est. Alors, c'est pas parce que t'es détective américain que t'es forcément alcoolique. Hein. Alors, il est alcoolique parce que justement, il a perdu sa fille. Personnellement, je pense que vu à l'heure à laquelle il peut boire la bouteille de whisky, à mon humble avis, il est rodé le mec. Parce que moi, tu me fais faire ça, je pense que je tousse. Alors, on rappelle sur la BDR TV que la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Et c'est à consommer avec modération. Toujours. On a toujours les bons conseils à la BDR TV. Et quand il va en Europe pour découvrir ce drame, donc déjà avec son ex-femme ils ont énormément de mal à s'en remettre, et il découvre une particularité sur le corps des victimes qu'on vous laissera découvrir, et suite à ça, il mènera donc l'enquête à travers l'Europe, puisque le voyage de noces qu'il a payé à sa fille pour son mariage était en Angleterre, Londres. C'était alors le premier. Là où on commence l'histoire, ça se passe à Londres. Voilà, ça se passe à Londres, et c'est à travers 3 capitales européennes. Ouais, il y a la Belgique, l'Allemagne, je crois, et la Belgique c'est à la fin, ouais, et la Suède, c'est ça. La Suède. Et c'est avec donc il va partir en quête de vérité, il va mener l'enquête avec une journaliste pour pouvoir retrouver qui a fait ça, quelles sont ses motivations, et démasquer le tueur. On est sur un format classique de film noir, hein. Et on l'a regardé la semaine dernière. Une petite attente quand même, parce que Jeffrey Dean Morgan est un très très bon acteur. À quoi? Alors, j'aime beaucoup cet acteur, mais malheureusement, je trouve que, à part dans Walking Dead et puis dans Watchmen, je trouve qu'il est pas très bien utilisé, alors que c'est un très bon acteur, et on l'a vu dans Walking Dead d'ailleurs. Et on l'a vu dans ce film aussi. Oui, c'est un très bon acteur, mais je trouve qu'il est mal exploité. Ah bah, il a qu'à venir bosser pour la BDR TV, hein. Jeffrey Dean Morgan, si tu nous regardes, tu sais que tu pourras venir tourner dans les courts-métrages de la BDR TV, et tu pourras aussi les retrouver sur YouTube, hein. N'hésitez pas à regarder le live de la dernière émission. Alors, le film est... Alors, vous avez la scène d'ouverture qui installe le mystère. Je vais pas vous la dire, on peut la dire, la scène d'ouverture. La transfusion. Oui, on va vous devinez que c'est une scène de meurtre qui est en train de se dérouler. Oui, on ne sait pas qui. On assiste brièvement à des petits flashs, et c'est ça que je te dis. Alors, on va rentrer dans le sujet justement. Le film a une réalisation marquée de plusieurs styles, et le début commence comme si c'était un film des débuts des années 2000, avec les petits flashs, les petits zooms, les petits tremblements, les petits scènes qui sont fondues avec une autre scène. Ça, c'est des gimmicks qu'on retrouvait dans les films justement de ce type-là, genre Seven et tout ça, dans le début des années 2000 et tout ça. Ah, moi ça je savais pas. Après,
J'ai pas fait gaffe à ça. Après, le film commence à avoir une autre réalisation et à la fin, il a une réalisation à la Fargo ou des trucs comme ça qui est totalement différente du début du film. Le film est tiré d'un roman de James Patterson. On l'a dit au début. Et puis d'une femme aussi, je crois. Enfin, si je ne me trompe pas. Non, je crois qu'on avait dit. James Patterson et Lisa Marklund. Voilà. Mais il y a un truc qui est triste avec ce film, malheureusement, mais on t'excuse, Velma. Il y a un truc qui est dommage avec ce film, c'est que lorsqu'on m'en a parlé, alors c'est pas une critique qui est émise à la personne qui m'en a parlé, on m'a dit que c'est un film qui fait réfléchir. Alors moi, c'est pas que j'aime trop réfléchir dans les films, tu le sais, hein. Je crois qu'il y a je sais pas combien de films qu'on a fini. Qui fait réfléchir par rapport à l'existence de la vie ou non, par qui fait réfléchir à enfin, t'enquêtes en même temps que le personnage. Oui. Tu vois, les films où tu... Bah là, je vois pas trop où tu réfléchis par contre. Bah, au début, je l'ai fait. Parce qu'au début, tu te poses quand même des questions. Oui, mais au début, il donne aucun indice, on va dire, réel sur... Je pense que c'est comme ça, enfin... C'est comme ça que t'appâtes le client, j'allais dire. On va pas te vendre des poissons, hein. Mais c'est comme ça que tu donnes envie aux gens Comment tu fais, toi, pour vendre ton meurtre? Alors, pour vendre un meurtre, très important, règle numéro 1, déjà. Tu mets une mouche au bout et... tu jettes au milieu des gens, tu fais le truc le plus horrible possible, t'essayes de disposer le corps d'une manière... On fera un tuto serial killer. Si parmi vous, certains ont loupé leur vocation, ils veulent faire serial killer, on pourra vous apprendre à être des serial killers, parce que oui, on peut tout apprendre avec la BDR TV. Il se passe un truc bizarre dans notre réalité, les flics demain ils me réveillent à 6h du mat. Et moi au début je me dis purée, c'est pas que j'aime bien mener l'enquête, mais j'aime bien voir à quel point le réalisateur il est capable de me manipuler et finalement de me mettre face à mes erreurs parce que tu pensais que c'était ça, mais d'être plus malin que lui des fois, t'anticipes, tu te dis et pourquoi ce serait pas la femme de ménage alors que tu l'as vu que 2 fois, elle s'appelle Gisela, elle a juste parlé, tu dis c'est peut-être elle, non c'était pas elle, pourquoi t'as regardé elle, on sait pas frérot, tu vois, moi des fois j'ai envie de mettre la pression au réalisateur. Et malheureusement ce film là, dès le milieu du film, fait tout tomber par terre. Ouais, après bon, à ce moment là il te ramène la motivation de pourquoi. Ouais, encore. Il t'essaye de te le faire deviner. Mais moi, même dès le début, hein, j'ai pas cherché à comprendre. Bah, le pourquoi aurait dû être, quelque chose qui, à la fin, te choque un peu. Même pas. Bah non, parce que, en fait, tu le devines. Tu le devines très très facilement. Même. À un moment donné, ouais, je me le suis dit avant qu'ils le disent. Ça m'avait choqué. Même t'avais fait la remarque, j'ai dit, bah, je crois que si. Et ils nous l'avaient pas dit dans le film. Ça, Et c'est là où, malheureusement, bah, on n'est pas trop, voilà, tu vois, on n'est pas trop satisfait du film, c'est que... C'est balisé, c'est attendu de fou. C'est le et c'est dommage. Déjà vu, surtout. Là, il le voit, vous le voyez pas. Mais, ce film-là, alors pas l'affiche, mais le film que je vous montre là, Anamorph avec William Dafoe qui est sorti en 2017 en VOD, mais il est sorti plus tôt, je crois. Enfin bref, ce film-là, il raconte pratiquement la même chose. Ah oui, non. Mais le genre de meurtre, il y a un genre de meurtre dans le film et c'est pratiquement la même chose. Et c'est trop triste. Vraiment, hein, vraiment. Et en fait, quand moi j'ai vu le premier meurtre, je me suis dit ah bah ça va être ça, et quand on voit le deuxième meurtre je fais ah bah c'est ça en fait, et ça la mise en scène des meurtres, il ne vous l'annonce pas tout de suite, il vous l'annonce comme un twist à un peu moins de la moitié du film, mais moi dès le début du film j'avais deviné en fait. Moi peut-être pas dès le début. Je crois que je crois que tu me l'avais dit d'ailleurs. Ah j'ai peut-être, alors peut-être. Je crois que tu me l'avais dit il y a 2 semaines. C'est triste. Et c'est dommage parce que Geoffrey Dean Morgan, il est chaud, le mec. Ouais, et puis non, même les autres acteurs. Alors lui, il est très très fort parce qu'il y a des scènes dedans où il crève l'écran. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que le film est plutôt pas mal à suivre. Mais tous les autres acteurs sont plutôt corrects. Hein. Je les ai pas trouvés très... Moi, je trouve que ça va. Je trouve d'ailleurs que... Moi, j'aime bien le fait que... Des clichés, t'en as, hein, sur le fonctionnement européen, le fonctionnement américain, puisque, vu que il est détective américain et qu'il, bon, bah, à la base, il vient reconnaître le corps de sa fille, hein, quand il va à Londres, et il se trouve face à un mur institutionnel par rapport au fonctionnement d'Interpol, qui sont donc l'interconnexion de toutes les polices européennes, qui n'ont pas les mêmes de fonctionnement que les Américains, qui lui font la remarque. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que d'autres réalisateurs auraient omis ça, le fait que les autres polices de l'Europe l'empêchent d'enquêter et qu'il l'empêchent de savoir des informations. Bah, il l'aurait fait enquêter lui-même, tout seul. Et or, on n'a pas vraiment ça. Parce qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Vous verrez qu'il y a
mais c'est pas assez exploité dans le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que en fait, comme je te dis, le film est vraiment divisé parce que il y a ce moment-là justement où les autres enquêteurs lui mettent des bâtons dans les roues, mais ça dure pas longtemps, ça dure pas tout le film. Au bout d'un moment, ça se débloque et hop, c'est parti comme un film de thriller normal américain, quoi. Ah bah pour moi, j'avais complètement l'impression de regarder un thriller des années 2000. Ah bah voilà. C'est complètement. Mais pour le coup, plus sur le mode de fonctionnement, quand je regardais à l'époque où les thrillers cartonnaient au début des années 2000, c'est quelque chose qui se vendait très bien. Après, c'est pas que le genre s'est essoufflé, mais très vite ils en ont fait le tour. Hein. Ouais, puis, tout le monde est enfermé, tu dois trouver qui c'est. Au bout d'un moment, faut de l'inventivité. Là, malheureusement. Après, c'est tiré d'un roman. Alors, on n'a pas lu le roman, on va pas faire mauvaise presse au roman. Il doit certainement être très bon. Hein, de toute façon, dans un roman, tu développes mieux. Et là, en plus, il y a une histoire qui est assez profonde et creusée, donc je pense que c'est beaucoup plus développé dans le roman, parce qu'ils peuvent le faire. Or, dans le film, il y a tellement d'infos, tellement de personnages que pour développer un truc, en plus le film il est court, je crois il fait 1h37. 1h37, ouais. Ça c'est un film d'1h30. Bah là, tous les films qu'on a regardés, à part peut-être, et je l'ai regardé une seconde fois hier en fait, et j'ai eu une relecture du film et je l'ai trouvé être un film banal. Je vais surtout faire la curieuse auprès du roman, et vous dites des choses quand j'écris, c'est relou. Bah non, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde et que t'es branché sur notre réalité, félicitations. Non mais ouais, alors peut-être pas banal non plus, mais sans grande surprise, voilà. Jeffrey Dean Morgan est plus efficace quand il tape à la batte de baseball sur la tête de personne. Mais on ne vous invitera pas à le faire, hein. C'est pareil, ça, c'est pas bien de le faire. Faut pas taper sur les gens avec coup de batte de baseball. Faut pas taper, pas taper. C'est triste. Mais Morgan m'a étonné d'avoir... c'est pas que tu l'as pas assez vu. Mais, ouais, j'écris plus rien. Mais non, mais si, écrit. Tu l'as pas assez vu, non, je pense parce que il a quand même une grande palette parce qu'avant qu'il soit connu dans Walking Dead, il avait déjà tourné dans des films et dans des séries, Grey's Anatomy. Et Grey's Anatomy, ouais, grave. Et dans Grey's Anatomy, il a tout un autre rôle. Et même dans The Loser, il jouait un loser. Et contrairement à son rôle qu'il avait de Grey's Anatomy, comédien, voilà. Donc ouais, non, c'est pas étonnant de le voir comme ça. Alors, peut-être étonnant par rapport à ce qu'il a fait dans Walking Dead. Moi j'avais peur de ça. C'est-à-dire que il était tellement chaud en Negan. Si vous n'avez pas vu The Walking Dead et que vous ne regardez pas The Walking Dead, ne regardez pas The Walking Dead, c'est pas grave. Par contre là, mais regardez au moins l'épisode où il apparaît pour la première fois. 10 minutes, à vrai dire. Y a pas non. Là, je suis pas d'accord avec lui. Non, je suis pas d'accord avec lui parce que lui, il veut troller, il est relou, là. Il a pas eu son quota de sucre aujourd'hui. Il m'a mordu quand je suis arrivé. Sachez-le bien. Non. Regardez l'épisode avant qu'il arrive et l'épisode d'après. L'épisode d'après, même toi, tu m'as dit qu'il était ouf. Non, oui, il y a 15 minutes qui sont ouf dedans. Pas tout l'épisode non plus. L'épisode, il dure 1 heure, je crois, en plus. Le premier épisode de la saison qui suit l'introduction du personnage. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il est ouf cet épisode. Ouais. Je n'ai jamais regardé Walking Dead, mais la flemme de regarder que pour lui. Ah non, mais regarde, regarde juste les 2 épisodes là. Il y a d'autres acteurs qui vaut le coup dans Walking Dead, mais c'est tout qui est pas très bien mis en place, quoi. Jeffrey Dean Morgan, il est chaud, hein, il est chaud, c'est un très bon acteur. Il a aussi joué dans Rampage. Le film avec The Rock. Oui, c'est vrai. Et dans Rampage, j'avais un peu cette impression de voir Negan, tu vois. Des fois dans son petit air, dans son petit sourire insolent. Rampage, c'était après Walking Dead, donc peut-être que, parce qu'il y a quand même pas mal de saisons dans Walking Dead, donc tu sais, au bout d'un moment, quand tu joues un personnage durant plein d'épisodes et plusieurs saisons, il te colle un peu à la peau, quoi. Ouais, un peu comme Robert Downey Jr. avec Iron Man. Ah, mais lui, il le cultive, son personnage. Mais bon, pour ce qui est de Killing Postcard, merci en tous les cas de nous l'avoir recommandé et conseillé parce qu'on n'a pas non plus souffert en le regardant. Il y a des films, c'est une épreuve. Il y en a un qu'on débriefilmera plus tard. Il a été compliqué, celui-là, pour nous, à regarder. On touche pas à Robert. Si, on peut toucher à Robert. Il y a un film pour nous qui a été compliqué à débriefilmer. On peut toucher à Robert. Nous, on touche à... Sinon, je vous fais une liste avec Robert. Tu peux, on en a vu plein de films avec Robert. Ai vu plein. Et malheureusement, ce film-là n'est pas surprenant et convenu, et c'est bien dommage. C'est drôle, c'est écho au premier film quand même. Hein. Au film précédent. Ouais, mais celui-là, l'autre, il est convenu, mais tu t'attends à ce que, je veux dire, c'est son boulot d'être convenu. Oui, voilà, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais... Celui-là, ce genre de film-là, normalement, quand on te présente la bande-annonce, le truc, c'est que quand tu regardes, nous, on n'a pas vu la bande-annonce, mais quand on te présente ce film-là, dès le départ, tu te dis, bon, dinguerie. Quand t'as vu Saw, réalisé par James Wan, qui t'a retourné le cerveau à la fin, d'ailleurs, je pense que depuis qu'il y a eu Saw,
c'est compliqué. Il y a eu des ersatz de saut, mais non. Non, mais je veux dire d'être aussi doué avec la caméra, le scénario et Saut. Rappelle-toi, on était ensemble, on était petits. Et on l'a vu dans une très mauvaise qualité. On l'a vu dans une très mauvaise qualité, on était petits. Ouais. Et quand on a vu la fin, on a sauté, c'était incroyable. Choqué. Et c'est ça quand limite quand tu regardes des films comme ça, tu te dis mais non, c'est faux. Tu dois te laisser surprendre. Alors il y en a qui se laissent surprendre. Bah ça fait comme le Seven à l'époque, mais là clairement non. Je sais même pas. Enfin si c'était son intention, c'est mal fait. Parce que il donne tellement d'indices. Oui. Que bah tu les vois arriver de 10 kilomètres quoi. De loin. Au début, il essaye de te mettre un peu. Bah au début, il donne pas du tout d'indices. À un moment donné, il essaye de te de te mettre sur une fausse piste. Oui. Et même moi, je suis un poisson. Tu le savais pas, mais moi je suis un poisson. Moi, quand tu me donnes une fausse piste dans un, je fonce tête baissée. Et bah même là, elle était tellement grosse la fausse piste que j'ai fait. Non. Ah, je te jure. Non, quand j'ai vu le truc, j'ai dit. Au début, franchement, j'ai fait. D'accord. Ok. Bizarre. Et quand j'ai vu la deuxième scène, j'ai fait. Mais pas bizarre. Genre, tu me l'enfonces que c'est pas ça. Alors qu'il veut tout. C'est dommage. Oui, les sauts ont été dingues sur les scénarios. Moi qui aime me faire berner, c'était la folie. Le 1 pour moi reste une masterclass. Les sauts, je trouve qu'après c'est du comblage. Chacun son avis. Ouais, mais en fait, vu que James Wan, il l'avait pas pensé comme une trilogie, tous ceux qui arrivent après, en fait, ils les ont réalisés, mais en ne sachant pas si ça allait fonctionner. Donc après, c'est du collage sur du collage sur du collage. Et au dernier saut, bah, ça se voit que, de base, c'était pas compris dans le scénario du premier. Les 3 premiers, elle a aimé en tous les cas. C'était bien pour ma part. Les 2 premiers, ça va. Le 3e, je le trouve gore gratuitement pour un rien. Bah, moi, de toutes les manières, j'ai regardé que le premier et un peu le deuxième. Après, j'ai arrêté de les regarder parce que je ne peux pas regarder ce genre de film. C'est pas possible. Bah, moi, c'est simple. J'ai regardé les films, mais j'ai coupé les moments de torture. Et ben, ça marche très bien. Tu comprends l'histoire quand même. Ouais, moi, de toute façon, les trucs de torture. J'aime le gore. Oui, mais je sais pas comment vous faites tous pour aimer ça, mais tant mieux, hein. Faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Moi aussi. Vous êtes prêts pour le premier, pour moi, pareil. Le premier reste une masterclass. Oui. Non, y a rien il aurait jamais fallu en réaliser d'autres. Mais c'est pour vous montrer que ces films-là où il y a une histoire de meurtre, où il y a une histoire, en plus dans Saw, pareil, il y a un peu méta, le mec qui est condamné, qui condamne aussi. Une sorte de tribunal moral de savoir qui tu es réellement. Il y a un vrai travail de la part de James Wan. Et quand il y a eu ce film-là au début des années 2000 et qu'en 2020 sur Amazon Prime on te sort Killing Postcard avec un acteur qui a du chien, avec des personnages qui sont plus ou moins travaillés, bah en couleur je dirais pas parce que des fois je les trouve un peu ternes. Les policiers oui, ceux qui représentent parce qu'on a le policier allemand, on a le policier anglais, on a le policier suédois. Donc ça c'est cool. La journaliste ça marche pas. Ouais, la journaliste alors ouais, c'est vrai que c'est un... La journaliste américaine qui vit en Suède. C'est un peu décousu parce que, justement, il y a plusieurs autres journalistes. Alors, pourquoi celle-là? Je sais pas. Parce qu'elle est américaine. Elle est américaine. Non. Elle est américaine. Si, elle est américaine. Ah, bah, j'avais pas compris. C'est une expat américaine, ils le disent. Ah, d'accord, bah, j'avais même pas besoin de comprendre parce qu'à un ouais, non, mais le film a dû me... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se dirige vers elle instinctivement parce que vu qu'il est américain et qu'elle est américaine. D'accord. Bah, je vais pas cerner ça. Voilà. Donc, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus fun que ça. Ouais, il manque la surprise, quoi, c'est tout. Ouais, c'est dommage. Et ça, c'est quand tu enlèves ça de ce genre de film, c'est caduque. C'est fini. C'est caduque. N'espère même pas avoir la moyenne. On est désolé. Bon baiser de la carte postale. Bon baiser du tueur. Et je vais laisser Raven lui mettre une note. Moi, ce sera 2. Bah, moi, ce sera 2 aussi. Voilà. 2 sur 5 pour ce film qui n'aura même pas la moyenne. On ne vous le recommande qu'à moitié, réellement. Bah, si vous aimez le genre, si vous allez être déçu. Si vous aimez Jeffrey Dean Morgan. Voilà. Allez-y, voilà. Pour lui, à la rigueur. Sinon, regardez les autres films. Denis O.R. aussi est pas mal. Je pense qu'on le reverra. Non, c'est pas lui. Ah, c'est Steven McIntosh. Harry O'Connor qui va rejouer dans Conjuring 3. Voilà, donc laissez-vous tenter si vous avez rien d'autre à regarder, mais si vous cherchez un film dans ce domaine-là, très sincèrement, vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Et on va passer tout de suite au 3e film qui est un film de sport. J'ai nommé, fait par un studio très célèbre,
Porco Rosso des studios Ghibli. Ghibli. Non, et... Ghibli, je sais pas comment Ghibli, moi je dis Ghibli si tu veux. Ghibli. Et je vais laisser Raven vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ah, il y en a peut-être. Il y en a qui le connaissent. Donc, moi j'ai jamais vu ces films et je le connais. On va plus mettre le casting. Hop là, on va changer l'affiche. Hop là, non, merci. Voilà, c'est bon, tout est bon. Alors, Porco Rosso, un film de 1992, mais sorti en 1995 en France. C'est dispo en DVD et en Blu-ray, et sur Netflix, si vous n'avez pas d'argent. Réalisé et scénarisé par Hayao Miyazaki, le grand... un des co-créateurs de Ghibli. Un des gros créateurs. Isao Takahata. Peut-être Et puis il y en a un troisième aussi, je crois. Le réalisateur et scénariste qui est une légende vivante. Je pense. Dans le domaine, c'est une légende vivante. Les gens en parlent comme ça. La musique que vous entendez en fond, c'est de Joe Hisaishi, qui a fait pratiquement, alors pas tous, mais pratiquement toute la musique des films de Ghibli, et aussi une grosse partie des films de Takashi Kitano. Oh Takashi Kitano qu'on a débriefologisé la semaine dernière avec Outrage. Alors, comme vous le voyez ici, alors je vais pas, il y a Michael Keaton en VO et Cary Elwes, mais ça c'est pas très important. Nous on l'a vu en français parce que sachez que la français est très qualitatif. Il y a Jean Reno dans le personnage principal et il y a Jean-Luc Reichmann dans un autre personnage que je vais pas vous montrer. Et essayez de deviner lequel parce que... Moi il m'a demandé tout le film, ouais. Moi j'ai pas repéré. Alors, je t'ai demandé 2 fois. Non, tu m'as pas répondu de tout le film, donc c'est comme si tu m'avais demandé tout le film. Tu m'as laissé languir. Ah oui, il faut savoir parce que donc c'est un personnage, il y a pas mal de personnages dans le film. C'est un personnage qu'on entend assez souvent et je me suis dit est-ce qu'il va, parce que moi la première fois que je l'ai, quand on me l'aurait pas dit, je l'aurais pas su. Je savais pas. Moi tu me l'as dit, hein, sinon je l'aurais pas deviné. Voilà. Jean-Luc Reichmann est très très bon et je pense que c'est du star talent, hein, mais je pense que c'est un des star talent comme. Temps mort. Star Talent, en fait, c'est pas... Je savais pas ce que ça voulait dire. Et toi aussi, tu savais pas sur le chat, donc fais pas comme si tu savais ce que ça voulait dire. C'est quand, en fait, ceux qui s'occupent des doublages prennent des stars qui ne sont pas comédiens de doublage. Tu vois. Ah, d'accord. Ils prennent des stars, des comédiens comme Jean Reno et Jean-Luc Reichmann ou d'autres, Kev Adams et tout ça, pour des films pour faire vendre le film, en fait. D'accord. C'est ça du star talent. Je ne saurais dire pour Reichmann, mais j'avoue que sa voix pourrait être utilisée plus souvent. Oui, et ben là, je trouve que à l'image d'un autre qui s'appelle, j'ai son image en tête, celui qui joue Patrick dans Camping. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Et oui, j'ai des super références. Personne se moque sur le chat. Personne se moque. Ouais, mais tout le monde connaît Patrick quand même. Et donc, je cite Franck Dubosc. Et oui, Franck Dubosc est un très bon comédien de doublage. Vous pouvez le voir dans Nemo, dans la voix de son père. Ne battez aucun Miyazaki, ça me chauffe tellement pas. C'est mon premier, bouge pas la pieuvre. C'est son premier film. C'est mon premier Miyazaki. Ah, on va en parler. Marin dans Nemo. Et exactement, à l'image de Jean-Luc Reichmann, c'est de très bons star talent qui doublent très bien et qu'on ne reconnaît pas, en fait. Et c'est ça, la force d'un bon doublage. Et oui, et je pense que le théâtre à la française, ça joue énormément. Déjà, la langue française, la manière de la jouer au théâtre. Donc, le fait de l'entendre, c'est quand même assez dingue. Et je trouve que même, par exemple, moi, on avait parlé, on parlera un jour peut-être de la VF et de la VO sur la BDR, mais il y a des trucs, je peux pas les regarder en VO. Les Simpsons, par exemple. Impossible. Les Simpsons, faut regarder de base en VO, parce que la VO des Simpsons est incroyable aussi. Hein. Ouais, non, je dis pas qu'elle est pas, est-ce que j'ai dit qu'elle était pas incroyable? Tu peux dire ce que j'ai pas dit. J'en ai marre, je retourne chez ma mère! Je vais me jeter du câble! Il aurait fallu dire à la voix de Cartman. Ah oui, t'as vu, non, mais on digresse, Bref. Donc, on reste là, hein, Jean Reno et Jean-Luc Reichmann. Donc, le film, on va parler un petit peu du film, parce que, quand même. Voilà. Le film a gagné le cristal du long métrage en 93, au festival d'animation d'Annecy. Qu'on essaiera de couvrir cette année si les conditions sanitaires nous le permettent. Alors, on a loupé, on n'était pas au courant non plus, mais il y avait Gérard Armer qui se passait quand même en digital et je ne savais pas et on aurait pu le faire. Mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Si celui-là il est en digital, prochain festival de film, moi je suis vraiment... Raven fait le pif. Alors le pif en effet, il a été annulé, mais il y a celui de décembre qui est toujours... Donc ça reporte d'1 an. Du coup, j'espère que du coup il durera le double de temps. On verra. Alors non. Alors peut-être, mais c'est les 10 ans du pif, donc on verra.
Alors, c'est basé sur 3 petites bandes dessinées publiées par Miyazaki dans un magazine de modélisme qui s'appelait, enfin, le nom de la bande dessinée s'appelait L'ère des hydravions et qui mettait en scène des cochons pilotes avec des cochons soldats. C'est des histoires qui ont beaucoup inspiré ce film-là et même il y a des idées de ces petites histoires qui ont directement été imprégnées, enfin mises dans le film, et puis il y a même certains croquis à la fin du générique qui fait référence directe aux petits dessins, aux petits plein de petits cochons, je comprenais pas pourquoi. Okay. Et bah en fait ça fait référence directe à cette et il m'a fait regarder un film avec un cochon. Comprendra qui pourra. Et d'ailleurs, au tout début, le film devait être en fait un court-métrage de environ 40 minutes qui devait être diffusé seulement dans les avions de la compagnie Japan Airlines. Ah, d'accord. Oui. Et le film en fait il était prévu pour alléger, on va dire, reposer l'équipe de Ghibli, enfin l'équipe de travail de Ghibli sur ce film-là après être passé sur Omoïde Poro Poro qui leur a pris beaucoup de temps et d'énergie. Malheureusement ou heureusement, c'est devenu un long métrage, hein, de 1h33, je crois, 1h30, si je me souviens. 1h30. Pourquoi des cochons, c'est métaphorique ou c'est juste pour le fun? Alors, attends, on va y venir. Alors, je pense que, j'ai pas trouvé l'exacte info, mais je pense que, en fait, ça vient justement du nom Porco Rosso, qui veut dire porc rouge, et qui était en fait le nom que les fascistes donnaient au communisme pendant la guerre. Je pense que c'est ça, mais je suis pas certain. D'accord. Puis dans le film c'est pas dit et le format original de 40 minutes en dit long sur le contenu du film, je trouve. Enfin, on revient. Non, mais ce que je veux dire c'est que vu que de base c'était un film de 40 minutes normalement, là le fait que comme on va en parler, comme t'as dit, à la fin t'aurais aimé qu'il continue plus. Je pense que ça joue sur ça. Ça joue sur le fait que c'était pas pensé comme un long métrage au début. Ah, peut-être. Tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors des petites anecdotes. Donc le trophée Schneider cité dans le film a bel et bien existé. C'était un trophée qui était remporté lors d'une course de hydravion. Et d'ailleurs en 1925, il y a un modèle d'hydravion qui a remporté cette coupe-là et qui s'appelle le Curtis. Et un des personnages du film s'appelle Curtis. Tout à fait. Et oui. Donc voilà, j'ai que ça en anecdote et on pourra enchaîner sur le fait que Miyazaki est fan inconditionnel d'aviation et c'est pour ça, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on a des moteurs d'avion qui sont très bien modélisés et même l'avion de Porco Rosso a une base d'avion qui existait vraiment. Ouais, qui existe vraiment. Ouais. Du coup, on va pouvoir parler pour la première fois sur un débrief film, c'est un grand jour, on va pouvoir parler, j'ai fait tomber la lumière. C'est pas grave. On va pouvoir parler d'un film de Miyazaki, Porco Rosso, j'ai fait tomber la lumière. Hop là, on va se brûler avec l'ampoule. Non mais... J'ai fait une connerie. Et ce film-là raconte l'histoire de Porco Rosso, son prénom est Marco, mais souvent on l'appellera Porco. Qui vit sur une île déserte et qui pilote un hydravion. Il y a un univers assez sympa et particulier où en fait dans l'Adriatique beaucoup de personnes se croisent et en fait les gens vivent dans des avions. Vous avez des pirates de l'air, vous avez parce que vu que c'est des îles, c'est des îles d'hydravions, tout ça. Voilà, donc c'est que les hydravions qui interconnectent avec des bateaux sur les îles. Ça se passe. Alors je sais pas si c'est à l'entre-deux-guerres ou à l'après-guerre. Alors c'est entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il dit pas que c'est inspiré de faits réels parce qu'en fait la thématique de la guerre, en fait la thématique de fond de guerre lui a été on va dire inspirée de la guerre qu'il y a eu en ex-Yougoslavie. Donc rien à voir avec les côtes italiennes en fait. D'accord. Mais on va dire que ça s'inspire oui et non, mais c'est pas des faits réels quoi. C'est pas des réels. Il a décidé de la situer dans la côte italienne, dans l'Adriatique, je crois que c'est 1925, je crois que ça se passe l'action entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais il a pas situé de conflit particulier. Non, on n'en parle pas, bien qu'il y ait des sujets politiques dans le film. Et Porco Rosso pourrait être apparenté à un mercenaire qui reçoit des coups de fil et il donne ses services aux plus offrants puisque c'est un pilote émérite.
Et donc il combat les pirates de l'air et il fait le nécessaire pour pouvoir gagner son argent en restant tranquille. On apprendra après, plus tard dans le film, pourquoi c'est un porc qui pilote un avion. Et vous découvrirez au fur et à mesure les aventures de Porco Rosso, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Alors la pieuvre, on l'aura remarqué dans beaucoup de films pour les avions. Eh ben, c'était le premier que je voyais, j'ai vu qu'il aimait les avions parce que 92, voir comment il dessine certains détails à cette époque-là. Oui, encore, je me rappelle de la qualité des films d'animation de l'époque. C'est alors il y a quand même Spielberg qui à l'époque, on pensera notamment aux petits dinosaures, petits pieds, qui faisait des merveilles d'animation. Il faisait des merveilles d'animation, mais là c'est vraiment sur un autre registre. Le film est... Alors moi je suis comme la pieuvre, j'avais jamais vu de Miyazaki et tout le monde me disait mais tu n'as pas vu de... Alors souvent t'as déjà vu un Miyazaki? Non, et on me répondait mais comment tu peux ne avoir vu de Miyazaki? Je réagis là-dessus et je trouve que c'est mauvais en fait parce que ça l'a été. Non, ce que je veux dire c'est mauvais de dire ça et c'est mauvais d'inciter, mais faut que tu le vois, faut que tu... C'est pour ça que j'ai attendu un petit moment avant de te montrer un Miyazaki, parce que faut pas que tu tirer au sort. Tirer au sort, en plus, c'est vrai, ouais. Faut savoir qu'il a tellement de propositions de films que ce soir-là, il a écrit des noms sur 4 ou 5 tickets. Il y en avait 4, je crois. Il y avait 4 tickets, il a disposé les tickets retournés, et il m'a dit, tire un ticket. Ouais. Et j'ai tiré un ticket au hasard, et c'était Porco Rosso. C'est ça. Et moi, je pense que Miyazaki, il faut le regarder si on a envie de le regarder. Et pas si... on vous en parle, on vous incite. Ouais, voilà. Votre curiosité doit vous amener à regarder du Miyazaki, je suis d'accord avec toi. Hein. Après, tu vois, comme la pieuvre dit, il est pas, ça l'attire pas. Peut-être qu'un jour, il y en a un des films qui va l'interpeller, qui va faire, ah tiens, celui-là, je vais m'intéresser, peut-être qu'il va aimer, peut-être qu'il va pas aimer. Je sais pas si la pieuvre est très friande d'animation japonaise. Ouais, voilà, encore, voilà. En plus, c'est un autre registre. Encore. Parce que après, il y a des gens qui sont pas très friands d'animation japonaise, mais qui aiment bien Miyazaki. Ou d'animation tout court. Ou d'animation tout court, mais l'animation japonaise, c'est pas l'animation tout court. C'est vraiment, je pense que tu peux aimer l'animation. Si tu vois, là, je prends en référence mon père, même si, Pouette, Nick Temeres, merci d'être avec nous. Même si, c'est pas le même genre d'animation, le fait que ça soit dessin animé, et même si c'est un peu adulte, tu feras jamais regarder un Miyazaki à mon père. Parce que c'est un dessin animé. Ah ben, mon père aussi, il s'en fout. Ouais, voilà, tu vois. Mon père regarde s'il y a rien à regarder. Pourtant, je pense que... Ah non, ton père pourrait regarder s'il y a rien à regarder. Ah oui. Mon père, non. Il voit que c'est un dessin animé, il change. Ah d'accord. Qu'importe. C'est du dessin animé, il ne regardera pas. Parce que pour lui, dessin animé rime avec enfance. Ouais. Et je pense que si tu le forces un peu... Alors, pas que du Miyazaki c'est quand même spécial comme thématique et comme ambiance, tu le forces à le mettre devant un film d'animation adulte, tu vois, je pense qu'il aimerait, mais il n'ira jamais regarder un film d'animation. Chacun ses... Ouais, oui, bah je peux comprendre. Après, voilà, comme tu dis, chacun ses goûts. Je peux comprendre qu'on n'y soit pas réceptif. Alors, il y avait le Mastrange qui nous dit sur le chat, j'ai découvert Miyazaki au collège avec une sortie cinéma. On était allé voir Princesse Mononoke, j'en suis clairement tombée amoureuse. Ouais. Et en VO, encore plus puissant. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec qui ça a commencé comme ça. Princesse Mononoke est sur... C'est ou Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro, de toute façon. Ouais, Chihiro qui a été détrôné récemment au niveau du box-office par Kimetsu no Yaiba, le film au Japon. Ouais. Qui l'a détrôné au niveau de nombre d'entrées en salle et au niveau de la recette. Ça faisait un paquet d'années. Ça faisait des années que le Voyage Chihiro avait été indétrôné. Et le plus dingue, c'est qu'il y a eu des Your Name et compagnie, et que c'est Kimetsu no Yaiba qui est un shonen, qui n'a pas un scénario extraordinaire, mais pourtant, qui a une très belle animation. Au Japon, shonen n'est pas le genre le plus apprécié. Non. Et pourtant, il a cartonné. Mais bref, la parenthèse est fermée. On va revenir sur Porco Rosso, qui est donc un mercenaire, qui va vivre plusieurs aventures, parce qu'en fait, ce film-là raconte plusieurs histoires. En fait, ça se regarde comme une seule et même histoire, et pourtant, moi, j'ai eu l'impression de voir plusieurs histoires différentes. Tu t'es pas trompé, vu que c'est adapté de plusieurs histoires plusieurs courtes histoires. Alors du coup, comme tu l'as dit, c'est un pan de sa vie qu'on prend et qu'on nous montre. Les personnages sont vraiment intéressants. Les personnages féminins. Parlons des personnages féminins qui sont d'une richesse dingue. Il faut savoir que les déclencheurs, enfin, la plupart des déclencheurs dans le film sont les femmes. Sur les femmes. Alors ça va être une spécialité de Miyazaki. Ah bah alors, et tu vois, on parlait souvent on avait parlé il y a pas de débat sur le chat, je suis plutôt content, mais des films où des fois, bah, les femmes sont utilisées comme prétexte pour vendre le film. Bird of Prey. Par exemple. Où on te dit, bah tiens,
Ça, c'est... Quoi qu'encore Bird of Prey, ça va, c'est plus Charlie's Angel et tout ça, Ocean 8, tout ça. Des films qui sont là, enfin, avec des gros sabots, vous avez vu, c'est des filles qui sont des personnages principaux, des femmes qui sont des personnages principaux, qui sont des actrices, etc. C'est elles qui vont rythmer le film, et tu vas voir, c'est girl power, je schématise, mais c'est... Bah, le problème, c'est qu'ils mettent tout dans la forme et rien dans le fond. Et bah là, dans ce Miyazaki, ce qui était appréciable pour moi, c'est que déjà d'une, tu as des femmes, c'est elles-mêmes, il te montre une chose réelle, c'est-à-dire que à un moment donné, Porco Rosso va rencontrer une difficulté mécanique, et celles qui vont lui venir en aide, et je dis bien celles au pluriel, ce sont des femmes. Que des femmes. Et même lui, parce qu'il est italien, et il est un peu macho. Oui. Il est un peu macho. Et bah, il va faire des remarques un peu sexistes. Son ami, donc celui qui s'occupe du garage, va lui dire ouais, mais c'est mes meilleures travailleuses. Voilà, elle travaille mieux qu'un homme. Ça, alors, c'est pas vraiment dit parce que dans le film ils disent que les hommes sont partis chercher du travail ailleurs. Alors, il y a un parce qu'en fait, il y a un problème en Italie, c'est-à-dire que ceux qui vivaient dans le nord de l'Italie vivaient dans la pauvreté. C'est ça. Et descendaient dans le sud. Et il y a aussi le fait de la guerre, donc c'est pas directement dit, mais il y a la guerre, comme les hommes sont tous envoyés au front, si on peut dire. Et en fait, les femmes devaient se débrouiller toutes seules, et c'est là qu'elles ont pris leur indépendance. Elles faisaient le travail, elles faisaient tout, c'est eux qui géraient la vie de la famille, et puis là, on le voit clairement. Tout, au niveau professionnel, c'est-à-dire que dès lors que la société a envoyé des hommes au front et qu'il lui manquait de la main-d'œuvre masculine, bah, qui restait? Bah, les femmes. Ouais. Et, bah, mine de rien, voilà, quand les gens sont toujours là à ramener, mais oui, mais c'est des femmes, et bah, elles ont fait autant, voire plus que les hommes, parce que finalement, Porco Rosso va tomber sur une petite protagoniste qui va dessiner les plans de son avion, et il y a quand même un truc hyper gênant. L'âge qu'il a, l'âge qu'elle a. Non mais oui. Alors moi j'ai trouvé ça étrange. Mais parce qu'elle a 17 ans la petite, il doit avoir la trentaine, la quarantaine. Les personnages autour de lui suggèrent ça, même les pirates suggèrent ça, mais lui n'y pense pas. Non, j'ai pas trouvé moi. Moi je trouvais que si. Ah non, justement, il la voit comme une petite fille et pas comme une prétendante. Là, pourtant, le premier truc qu'il fait quand il la voit, puisqu'elle est mineure, elle a 17 ans. Je vous voyais venir, là, certains. Elle a 17 ans. Et il dit à son oncle, il dit, bah, elle est belle. Il lui dit, elle pas touche, c'est ma nièce. Mais, je pense que ça, c'est la blague enfin, l'oncle qui est protecteur, peut-être la blague de l'oncle. Moi, dans ça, j'ai pas vu Porco Rosso vouloir... Ah non, pour moi, il veut pas, pour moi, il veut rien, ce gars. Non. Pour moi, le personnage, il est assez particulier parce qu'il est pas qu'il est renfrogné. Déjà, il a un certain charisme. On peut pas lui enlever. Ouais. Il a un certain charisme. En français, la voix de Jean Reno est impeccable. Ouais, la voix de Jean Reno et la voix de Jean-Luc Reichmann sont vraiment pas mal avec les personnages. On peut pas vous raconter, donc, moi, je peux pas vous raconter le début du film, parce que le début du film n'a pas de lien direct avec la fin du film. C'est plusieurs, comme je vous ai dit, plusieurs petites histoires qui vont en former une seule. Et il y a un moment qui est assez poétique, c'est-à-dire que Porco Rosso, pourquoi c'est un porc? Le film l'interroge pendant un bref instant. On voit quelque chose qui est assez sympa et qui fait référence à sa vie, parce que il n'a pas toujours été un cochon. Hein. Ah bon, bah oui. Toi, tu pensais, frérot, que tu pouvais devenir un cochon comme ça? Mais me dis pas des trucs comme ça me stresse. Il n'a pas toujours été un porc. Ça, il y a quelque chose qui l'a provoqué. Et le film à un moment, va l'aborder, ce sujet. Alors, le moment où il l'aborde, c'est quand il parle de sa vie d'avant. Il en parle pas directement, mais c'est le moment où j'étais à fond dedans, parce que là, Miyazaki vous donne à voir, bah, un truc assez onirique. Oui, clairement. Un peu fantastique, sympa, parce que même l'univers, alors je l'ai dit, le dessin animé le film d'animation m'a fait penser à Super Baloo. Pour ceux qui ne connaissent pas Super Baloo. C'est une des références d'aviation. Mais je pense que Super Baloo est quand même pas mal inspiré de Porco Rosso. Je pense que Disney, ils l'ont repris à leur compte. Mais cet univers d'hydravion, de pilotes un peu intrépides, qui vivent des aventures avec des pirates. C'est pas pour rien que Disney distribue en DVD les Miyazaki. Ouais, ça m'a fait penser à Super Baloo, et j'adorais quand j'étais petit cette idée que ils vivaient tous sur des îles et que les aventures se passaient majoritairement dans les airs avec des avions, des hydravions, et qu'il y avait des pirates, etc. Moi, je trouvais que ce genre de truc, moi, je trouvais ça me fascinait. En plus, j'ai beaucoup aimé dans Porco Rosso. Les pirates, là. Hein. Ah, ben là, les pirates des airs. Les pirates des airs, on les a clairement, parce qu'il y a des pirates qui vivent dans les airs. Il y a le film d'animation réellement beau, mais malheureusement, ce que je lui reprocherais, c'est que vu qu'on m'a beaucoup parlé de Miyazaki, c'est le premier Miyazaki que je vois de ma vie au bout de 34 ans d'existence. C'est pas que j'ai été déçu, je l'ai trouvé bien, je suis malheureusement resté sur ma faim.
Et je pense que je m'attendais à autre chose. On m'en a tellement parlé que je m'attendais à autre chose. C'est ça, en fait. J'ai vu Your Name. Dommage. Je suis désolé de comparer parce que c'est pas bien de comparer. Your Name, c'est pas pareil. Mais j'ai vu Your Name. Non, j'ai pas vu Your Name. Non, t'as vu Les Enfants du Temps. Ouais. J'ai vu Les Enfants du Temps. Le deuxième fils. Je sais pas si c'est le deuxième, mais la suite enfin, c'est pas la suite, mais c'est le second film qu'il a réalisé après Your Name, le réalisateur. J'ai été subjugué par ce film. Quand je l'ai vu, on l'a vu au cinéma il y a un an, bonjour presque. On l'a vu au cinéma il y a un an, et j'ai été subjugué par ce film. Très bien ce film. Il est magnifique. Et Miyazaki, ce film-là, on m'avait parlé des mérites de Your Name, donc moi, quand je vois Les Enfants du Temps, j'y vais avec un regard neuf. Miyazaki, on m'en a parlé tout le temps, et je pense que ça a malheureusement joué contre le film. Oui. Parce que quand j'ai regardé le film, faut savoir que c'est son film préféré de Miyazaki. Ouais, c'est un de mes films préférés. C'est un de ses films préférés de Miyazaki, et lui, il me l'a jamais imposé. Mais moi, j'étais curieux, et quand je regarde le film, malheureusement, à la fin, je dis... Il m'a dit, c'est tout? On s'arrête là? On s'arrête là. Je voulais en voir davantage. Et c'est pas là, quand il explique pourquoi le film a existé, je comprends maintenant. Mais c'est dommage parce que l'univers est beau. La poésie est là. Je peux pas faire le mec, je suis pas plus sensible que ça face à un film d'animation, mais quand ça marche, ça marche. Et là, ça a marché parce que on se laisse porter. J'étais fatigué en plus, j'étais sûr que j'allais dormir devant le film. Et ben, pas du tout. Donc je me suis laissé transporter par le film, on l'a regardé ce soir-là, c'était vraiment cool, mais la fin a été ô combien frustrante parce que pour moi la fin appelle à une autre aventure. En fait, on voit tellement de petites histoires combinées en une qui font exister des thématiques politiques avec le fascisme, l'histoire des femmes qui se mettent à travailler et qui remplacent les hommes dans la société, le fait que les femmes ont un rôle très important et qui n'est pas un rôle du tout secondaire parce que même si on les voit pas tout le temps au premier plan puisque Porco Rosso est le personnage principal, et elles ont leur elles ont leur mot à dire et elles ont leur importance dans le scénario, et même lorsqu'on veut les reléguer au rang d'objets de séduction, elles arrivent à s'en défaire très bien. Donc elles sont pas là pour animer les instincts des jeunes mâles qui ambiancent ce film d'animation, mais elles sont là réellement pour donner un ajout scénaristique en plus. Donc je trouve que c'est un film qui est vraiment pas mal, film d'animation qui est vraiment pas mal. Malheureusement, la fin quoi. Bah moi c'est ça que j'aime en fait. Alors elle dit Nausicaa de la vallée du vent restera mon préféré entre tous, mais Porco Rosso m'a énormément plu. Et j'ai mis du temps à le voir, merci Netflix. C'est ce film-là qui m'a parlé. Nausicaa est magnifique, il est super beau, mais enfin je sais pas, on y reviendra, peut-être que je lui montrerai un jour. Moi je vais voir Princesse Mononoke. Princesse Mononoke est bon, mais Porco Rosso c'est un des premiers Miyazaki que j'ai vu, et juste sa VF à m'en voûte dès que j'y repense, c'est incroyable, et j'adore le fait justement que ça soit une partie de la vie qu'on commence, et qu'il a déjà du vécu et beaucoup de vécu, et qu'il soit déjà un cochon sous l'emprise d'un mauvais sort, et que à la fin tout n'est pas résolu, qu'il lui reste encore plein d'aventures à vivre et plein de trucs à vivre, et que on sait pas si ce mauvais sort justement du cochon va être un jour élucidé, va être un jour résolu ou pas, on ne sait pas. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est ces petits laps de vie, en gros une fenêtre, on ouvre une fenêtre sur la vie de quelqu'un, t'auras pas le début, t'auras pas la fin, mais c'est une histoire qu'on te conte et qui marche pour moi du début à la fin, que j'adore voir. Donc ouais, le côté poétique, je surkiffe, c'est excellent. Et l'animation est belle, elle participe pas mal, hein, même les moteurs d'avion et tout ça. Donc, après il y a ça qui joue, le fait que c'est très bien détaillé sur les avions, sur les moteurs, tout ça, que tu sens que derrière il y a de la passion en fait. Ah ça oui. Non mais ça, je serais une mauvaise langue si je disais le contraire. On sent qu'il aime beaucoup ça, qu'il aime les avions, il aime ses personnages, il en prend soin durant tout le film, c'est-à-dire que même ceux qu'on pourrait présenter comme des antagonistes, finalement ils sont attachants. C'est-à-dire que c'est pas des films aussi simplistes où t'as le bien et le mal, c'est assez particulier. Je le trouve assez, malgré que la thématique de fond, la guerre, est dure, je trouve le film assez, pas heureux, mais optimiste, tu vois. Bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça, optimiste, c'est ça. Je voulais trouver un autre mot, mais j'arrivais pas à trouver le mot. Chaussette, le film est très chaussette. Non, le film est très optimiste, et quand moi à chaque fois que je le regarde, je me sens bien, tu vois, genre je suis content. Et ça j'aime bien. Je peux pas dire le mot sur Twitch, mais c'est un peu comme tu
Tu vois ce que je veux dire? La petite tisane. La petite tisane. C'est une petite tisane, ce film. Il y a de la passion et du travail, comme à la BDR. Oui, parce qu'on est très passionné et qu'on aime. Et encore une fois, on va revenir sur le live de dimanche, mais on aime beaucoup notre communauté. Ça, on se le répétera jamais assez. On est très fiers de vous avoir parmi nous. Et le mot fier, je le pèse grandement. Vraiment, vous êtes tous et toutes très importants pour la BDR. Je vais lui attribuer la note de 4 sur 5 et pas 5 sur 5, puisque ce n'est pas... le chef-d'œuvre attendu en ce qui me concerne, et moi tu me donnes pas un film sans m'expliquer. Quand je suis chaud, faut que tu donnes. Moi les films qui prennent 5, c'est quand tu m'as donné à boire et à manger du début à la fin. Alors les blagues débiles pour me dire qu'on me ramène le repas pendant que je regarde, ça ne marche pas. Mais moi quand je regarde un film, j'ai des attentes. Des fois quand le film dépasse mes attentes et me donne encore plus, c'est même pas 5, c'est un 8 sur 5 qui prend. Mais ce film-là, malheureusement, on m'a vendu du Miyazaki, je regarde du Miyazaki, et à la fin je dis... Et après, tu peux pas me donner que ça, mec. Tu peux pas me donner que ça. Et si. Et du coup, bah, même si je comprends ton point de vue et que je le trouve juste, t'es un crevard, Miyazaki. Je regarderai d'autres de tes films pour changer d'avis sur toi, mais pour celui-là, ce sera un 4 sur 5. Non, celui-là, il est pas unique, mais il est un peu à part par rapport à la filmographie de Miyazaki. Mais moi, je lui mets 5 parce que justement, c'est ça, c'est ce côté-là que j'aime. C'est le côté du fait que il te raconte une histoire et libre à toi. Moi, c'est ce côté-là que j'aime. Excuse-moi. Et libre à toi d'imaginer la suite avant ou après. C'est ton imagination et c'est toi qui continue comme tu veux. Et ça, j'adore. Sache que si t'imagines la suite et qu'il se fait manger, c'est pas moi qui l'ai mangé. Il devait y avoir un 2, il y a eu des rumeurs. Au final, ils ont dit non. Mais c'est pas plus mal. Mais moi, je suis pas déçu. En plus, la musique est vraiment sympa. Elle t'emmène, etc. Il nous la met en fond depuis tout à l'heure. Et donc ce sera un 4 sur 5 pour moi, un 5 sur 5 pour le Raven. Je vais faire donc un récapitulatif des 3 films que nous avons vus. En premier, nous avons donc vu Two Guns avec Mark Wahlberg et Denzel Washington, qui est un film d'action détonnant, mais pour moi pas si détonnant que ça, bien qu'il fasse le travail qui lui est demandé. Raven lui attribuera donc un 3 sur 5, et moi je lui mettrai un 4 sur 5 parce que Mark Wahlberg et Denzel Washington, heureusement que vous êtes là les gars, et on vous conseille de le regarder si vous voulez vous détendre. Je pense qu'on peut vous le recommander. En film numéro 2, parce qu'on parle italiano, Killing Postcard, bon baiser du tueur en français, et les cartes postales mangeuses de chair en québécois, avec Jeffrey Dean Morgan, est un thriller malheureusement sans surprise qui enlève à l'acting de Jeffrey Dean Morgan, même s'il y a un travail scénaristique, on peut le reconnaître. On reste quand même sur sa fin et déçu de voir que le dénouement est annoncé beaucoup trop tôt dans le film. Et ce sera un 2 sur 5 des deux côtés de la BDR TV. Et nous terminons donc par le film d'animation, par le grand maître Hayao Miyazaki, réalisateur et scénariste du film Porco Rosso, qui a été ma découverte pour moi sur l'univers de Miyazaki. Je lui attribue un 4 sur 5, je resterai sur ma fin puisque j'en attendais tellement du film, mais par contre Raven a été conquis et trouve que c'est un beau moment de poésie, une fenêtre qui s'ouvre sur la vie de Porco Rosso, et c'est ça qu'il aime, ce mystère qu'il y a avant et après, et à nous de nous accaparer le film avec notre imaginaire. Est-ce que j'ai bien résumé ce débriefing? Exactement, c'est bon, on peut rentrer. On peut rentrer. Et je tiens à dire à tous et à toutes merci d'avoir regardé la BDR TV, mais je ne vais pas vous quitter comme ça puisque nous allons pouvoir parler de nos partenaires, c'est important de le dire. En partenaire numéro 1, je vais faire un grand big up à la Pass Game Reverse, j'arrive plus à le dire, qui est le site de test de jeux vidéo préféré de ta réalité, animé par Romgang et toute l'association de la Pass Game. Si vous voulez acheter un jeu rétro, que vous voulez vous renseigner même sur des jeux actuels et que les tests sont disponibles, n'hésitez pas, l'avis de Romgang est très éclairé et on le remercie, on l'embrasse bien fort sur la BDR TV. Partenaire numéro 2, elle stream sur Cat Lady en ce moment. Elle est tellement dans les point and click que sa vie est devenue un point and click à tel point qu'elle dort en réfléchissant. Elle dort point and click. Elle rêve à des point and click, mais des point and click qui sont un peu violents comme Cat Lady Litena, qui est la spécialiste de Terre du Milieu, qui refera, je l'espère, bientôt un stream lore sur l'univers de Tolkien et qui vous emmènera lors de ces streams à la voyage des point and click. Et là, celui que vous découvrez est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai lâché la musique de Benny Hill, t'étais à côté de moi, au moment où une des protagonistes se faisait kidnapper. Bravo le capitaine. Et nos partenaires numéro 3 qui feront un live dimanche qui parlera d'amour, c'est toi la radio, ton émission préférée sur Twitch au niveau de la radio avec l'équipe de Candy, Mara, Jericho et tous ceux et toutes celles qui animent cette jolie petite émission de radio. Moi pour le coup j'y serai, j'écouterai ce qu'ils ont à dire et on les embrasse bien fort. N'hésitez pas à les follow et à les suivre. Ils sont sur nos réseaux, nos différents réseaux, que ce soit Insta, Discord
ou Twitter. Et maintenant, je vais conclure en disant que la BDR revient la semaine prochaine pour le prochain débriefing. Et oui! Oh là là! Jeudi à la même heure, 20h, nous ferons un nouveau débriefing. Nous vous rappelons Diddy Kong, Yo-Yo, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux. Pour ceux qui montent sur d'autres plateformes telles que Facebook, conseiller des films. Conseillez-nous des films. On remercie Velmastrange de nous avoir conseillé ce film-là. La Pieuvre qui nous a conseillé des films. Et, ma foi, la liste de La Pieuvre, on va dire que c'est une liste qui arrive à le mettre d'accord. Donc, laisse-moi te dire que t'as du beau, mon pote. Hein. Et t'as du beau. Hein. On voulait aussi vous remercier pour le live de dimanche qui a été exceptionnel. On a pris de plaisir. Et c'est là qu'il y a des choses qu'on se rend compte. Moi, c'est vraiment des moments où je me dis, on a quand même des gens qui nous regardent. On était devant 20 personnes en moyenne. Même là, vous êtes 8. C'est toujours un honneur pour nous de voir des gens nous suivre. Ça fait plaisir. Des gens partagent, des gens nous regardent, des gens nous encouragent. De voir que notre travail, en tous les cas, il peut porter de l'intérêt. C'est vous. Merci beaucoup, Yo-Yo, pour les 100 bits. T'es un amour. C'est vous qui portez ce projet parce qu'encore une fois, nous, quand on l'a pensé, il faut savoir qu'on on évolue souvent dans notre réalité que tous les deux. Hein? Et avec quelques intervenants, mais on reste les personnages principaux de notre propre point and click. Savoir qu'on peut le partager avec autant de monde à travers un écran, à travers des réalités et cool. À travers des dons, des encouragements, des gens qui ont liké notre dernière vidéo qui est disponible sur YouTube, qui est la reprise de Bloqué, qui a été travaillée, mise en scène par Raven et pensée par moi-même, donc qui est un travail d'équipe. On est vraiment ravis, on est honorés de vous avoir parmi nous. Alors on tient à vous dire encore une fois qu'on vous aime beaucoup, que la bienveillance prime ainsi que le respect des goûts et musiques de chacun, mais surtout qu'il va falloir que vous reteniez cette règle de base d'ici à nous revoir la semaine prochaine, c'est qu'il est important de casser des réalités. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV. À bientôt. Et on fait un petit raid et d'une personne qui s'appelle Ferry Nana que j'ai connue grâce à Litena. Et on vous envoie sur sa chaîne. Dites-lui que vous venez de la BDR TV. Ouais. À bientôt. Ciao ciao.